Comme son titre l'indique, Entre le ciel et l'enfer de Akira Kurosawa est un film divisé en deux parties distinctes. La première est un huis clos rempli de suspense et se déroulant entièrement à l'intérieur de la résidence Gondo. Et la seconde est un polar suivant l'enquête de la police alors qu'il tente de localiser le kidnappeur de la première partie. On commence au ciel et on finit en enfer. Et il existe de nombreuses différences entre ces deux segments du film, autant sur le plan narratif que sur le plan stylistique. Le drame auquel on assiste à l'intérieur de cette résidence luxurieuse est beaucoup plus restreint. On se limite à des dynamiques interpersonnelles et on ne sort jamais de la maison. Alors que l'investigation de la deuxième partie contient une multitude de personnages éparpillés sur de nombreux lieux de tournage, ce qui a pour effet d'élargir la portée du film afin d'inclure le contexte plus large du monde des personnages. Mais cette division comporte aussi des implications thématiques, notamment concernant l'écart socio-économique qui existe entre ces deux mondes. Les riches, en haut, sont isolés du reste de la société en bas, alors que les pauvres s'entremêlent et sont collectivement déterminés par leur environnement. Les riches, eux, mènent une vie paisible, à l'écart. Et à mon avis, ces deux parties du film illustrent parfaitement les deux facettes les plus importantes de la mise en scène de Kurosawa. En effet, Kurosawa définit toujours ses personnages utilisant des techniques qui établissent de fortes dynamiques visuelles, que ce soit une dynamique entre deux personnages ou entre un personnage et son environnement, son milieu. C'est ce qu'on voit durant la première partie huis clos du film, où la mise en scène de Kurosawa est particulièrement complexe et sert à démontrer le changement constant des dynamiques de pouvoir au cours de cette situation intense. Et vu que cette histoire tourne autour de la décision que doit prendre Gondo, incarné par Toshiro Mifune, la mise en scène de Kurosawa sert ici à établir visuellement les forces dominantes de ce dilemme, les facteurs à prendre en compte. Prenons par exemple cette scène où Gondo et sa femme se disputent, et au lieu de faire un découpage simple en champ contre champ, se focalisant entièrement sur les deux personnages qui sont au centre de l'action, Kurosawa décide de placer les policiers à l'avant-plan, et relègue donc la conversation de Gondo et de sa femme à l'arrière-plan, ce qui a pour effet d'accentuer une dimension moins évidente de cette interaction, la perception des autres. Comment les gens vont percevoir et juger la décision de Gondo, parce qu'il n'est pas un acteur indépendant dans cette situation, il est influencé par la présence des autres personnages. Donc même si le dialogue auquel on assiste est important en soi, c'est la manière dont notre perception et interprétation du dialogue peut être altérée par le milieu social et interpersonnel du personnage qui est priorisé dans la vision du réalisateur. Mais si ce sont les relations entre les quelques personnages de ce huis clos qui sont au centre de la première partie du film, dans la seconde moitié, Kurosawa s'intéresse plutôt aux relations entre différents lieux. Nous sommes plongés dans les détails les plus minutieux de l'investigation et on s'attarde sur chaque piste potentielle, suivant les policiers alors qu'ils se rendent sur plein de lieux différents dans cette ville. Mais c'est tout d'abord la résidence Gondo elle-même qui va être mise en relation avec le monde extérieur. On voit enfin la maison du dehors, depuis le monde bas. Un des policiers commente même qu'il a l'impression que cette maison les prend de haut. Ce changement de perspective va refléter le changement général qui aura lieu dans cette partie du film. On voit maintenant non seulement le point de vue des policiers, mais aussi le point de vue du kidnappeur. Le monde entier s'ouvre à nous, nous révélant toute une autre série de relations et de dynamiques sociales. Et naturellement, on voit clairement une différence stylistique entre la mise en scène très travaillée et théâtrale du huis clos et la présentation bien plus chaotique du monde extérieur. La division thématique est très claire, et elle arrive à son comble dans la scène finale du film, lorsque Gondo et le kidnappeur se rencontrent enfin face à face. On peut les voir comme étant les deux représentants de leur monde respectif. Et ici, à travers un jeu brillant de reflets superposés, Kurosawa nous montre comment ces deux mondes s'entremêlent. Ils existent l'un par rapport à l'autre, en symbiose presque. La distance entre le ciel et l'enfer n'est pas si grande que ça, et les actes de l'un affecteront inévitablement la vie de l'autre. Inutile de dire que les divisions de classe et les tensions socio-économiques qui en découlent sont des thématiques récurrentes dans l'œuvre de Kurosawa. La forteresse cachée de 1958 en est un autre exemple, mais cette fois-ci l'approche est très différente. La séquence d'ouverture nous introduit déjà au procédé stylistique qui va dominer une grande partie du film. On voit nos deux protagonistes, Matashichi et Tae, des paysans appauvris, traversant un champ de bataille désert, filmés par derrière. La position de la caméra nous place immédiatement au même niveau qu'eux, nous immerge dans cet environnement désolé et aligne le point de vue du spectateur avec leur point de vue à eux. On se sent comme traîné dans leur histoire, et la caméra à l'épaule qui les suit accentue cette sensation de fatigue au bout d'un long voyage. Et le paysage qu'on voit au loin semble indiquer qu'ils ne savent pas vraiment où ils vont. Ils errent sans but précis en tête.
En gros, ils n'ont pas d'avenir dans ce monde. La querelle des deux personnages est interrompue par un samouraï blessé qui arrive soudainement, poursuivi par 2 soldats à cheval. La manière abrupte dont ces personnages entrent dans le champ de la caméra, sans que Matashichi et Tae ne les aient entendus arriver, instaure un ton presque absurde, théâtral, comme si ces personnages venaient d'entrer, venaient de se matérialiser sur scène. Naturellement, on ne voit ni d'où ils viennent, ni où ils repartent. La caméra reste fixée sur nos deux protagonistes, ce qui a pour effet de limiter notre perspective à la leur. Ce qu'on voit là est en train de leur arriver à eux, c'est un développement dans leur récit. Le contexte plus large ne nous intéresse pas pour l'instant, tout simplement parce que ces personnages-là n'y ont pas accès. Ce procédé illustre donc l'expérience d'une classe qui n'a aucun pouvoir. Des personnages qui n'ont pas un grand rôle à jouer dans cette histoire, ils ne sont pas importants. Contrairement aux héros vaillants et aux rois tragiques qui peuplent habituellement ce genre de récit, ces gens-là ont une vision limitée de ce qui se passe dans le monde. Les développements politiques, les grandes batailles, à leurs yeux tout est chaos, un chaos qu'ils doivent naviguer s'ils veulent survivre. Ils sont pris dans les courants d'une histoire avec un grand H qui les dépasse. Mais la représentation des conditions de vie de cette classe inférieure est portée à l'extrême dans des films comme Dodeskaden et Les Bas-fonds. Encore une fois, le haut et le bas, le ciel et l'enfer sont l'axe central du film. Les bas-fonds ouvrent littéralement sur une contre-plongée qui nous montre 2 personnes en haut d'une colline qui jettent des déchets sur ce qu'ils pensent être un tas de déchets, mais qui se révèle être en fait une sorte de maison qui abrite des gens pauvres qui vivent vraiment aux marges de la société. Et dans ce film, adapté d'une pièce de théâtre de l'écrivain russe Maxime Gorky, Kurosawa insiste encore une fois sur la théâtralité de la mise en scène, les lieux de tournage limités et le manque de mouvement des acteurs, ce qui a pour effet d'exacerber l'anxiété et le sentiment de claustrophobie qui découlent de la stagnation et du désespoir que ressentent ces personnages. De même, le fantasme de Roku-chan dans Dodeskaden est aussi une conséquence de cette sorte d'inertie socio-économique. Il s'imagine en conducteur de tram, voyageant toute la journée, visitant des lieux qu'il ne verra jamais en vrai. C'est une sorte d'évasion qui le permet de se distraire de sa vie tragique. Une vie de limitation, une vie sans aucune progression, sans variété. Mais si on ne voit pas le tram qu'imagine Roku-chan, par contre Kurosawa nous montre bien la maison idéale qu'imagine le clochard et son fils dans ce même film. Et on peut comparer ça à cette scène dans Les Bas-fonds où un vieillard rassure une femme malade lui disant que sa vie ne sera pas pareille dans le prochain monde, dans le monde après la mort. Il préfère lui donner de l'espoir pour l'au-delà, le paradis, plutôt que de lui dire d'essayer de se battre contre la maladie pour rester dans ce monde-ci. Un monde horrible qui n'est fait que de souffrance pour ces gens-là. Dans ces films, l'imagination est déployée afin d'échapper à une réalité déprimante, tragique. Mais l'imagination n'est pas toujours aussi rassurante dans les films de Kurosawa. Elle peut tout aussi bien être la cause de nos angoisses. C'est le cas par exemple dans l'un des films les plus sous-cotés de Kurosawa, Vivre dans la peur, sorti en 1955, où le protagoniste, persuadé que le Japon se trouve au précipice d'une guerre nucléaire, finit par sombrer dans la folie. Et à la fin du film, il regarde le soleil depuis la fenêtre de son hôpital psychiatrique et dit que c'est en fait la planète Terre qu'il voit là, anéantie par l'holocauste nucléaire. Ne supportant plus cette peur qui le ronge de l'intérieur, mais que personne d'autre ne semble prendre au sérieux, il ne lui reste plus qu'une solution, le fantasme. Et dans la séquence finale de Rhapsody en août, un de ses films les plus touchants, une vieille femme dont le mari est mort à Hiroshima se perd elle aussi dans un fantasme. Et lors d'un soir d'orage qui réveille en elle des souvenirs de ce jour traumatique, elle tente de se rendre sur les lieux de l'explosion pour prévenir son mari du danger imminent. Dans ces 2 films-là, on trouve aussi un autre motif important dans le cinéma de Kurosawa, le temps. Dans Vivre dans la peur, c'est la chaleur qui vient symboliser ce malaise général. Et dans Rhapsody en août, les rafales de vent de cet orage représentent le cours du temps, l'impossibilité de retourner en arrière, ce gouffre insurmontable entre le passé et le présent. Naturellement, ce motif récurrent est souvent lié aux préoccupations environnementales du réalisateur. La tempête de neige dans Derzu Ozala, par exemple, est un rappel effrayant du rapport contentieux qu'entretient l'homme avec la nature, qui ne manque jamais de punir l'arrogance de l'homme. Et on retrouve une tempête de neige ailleurs aussi, dans les rêves de Kurosawa. En effet, en 1990, le réalisateur japonais sortira un film composé de 8 courts-métrages représentant, comme le titre l'indique, des rêves ou cauchemars récurrents dans la vie du cinéaste. Et ce sont sûrement les 2 premières histoires de ce recueil qui nous en disent le plus sur ce rapport intime qu'entretient Kurosawa avec la nature depuis son plus jeune âge.
Ici, une mère interdit à son fils de s'aventurer dehors lorsqu'il pleut parce que ce sont les jours où les renards se marient et il ne faut pas que les humains les voient. Bien sûr, l'enfant désobéit à sa mère et voit la cérémonie des renards et doit donc faire face aux conséquences. Et ensuite, dans le deuxième rêve, on retrouve encore un avertissement de ne pas aller dehors. Ici, le garçon est attiré dehors par un esprit provenant d'un verger de pêcher récemment coupé. Encore une fois, il est question du respect envers la nature. Et il est évident que pour Kurosawa, ce respect se manifeste en des traditions qui délimitent notre interaction avec cette nature toute puissante et nous enseignent à mieux naviguer notre environnement. Что твоя делай? Этот знак говорит, женщин здесь нету. Твоя ломай. Люди, женщин ищи. Зря работай. Твоя плохой люди. Mais d'après moi, toutes ces préoccupations thématiques, narratives et stylistiques se trouvent résumées dans le chef-d'œuvre de Kurosawa, Vivre ou Ikiru. Le film raconte l'histoire de Kanji Watanabe, un vieux fonctionnaire en fin de carrière qui mène une vie très simple et monotone, et dont le travail consiste en gros à tamponner des documents sans aucune utilité. Il n'est qu'un simple rouage dans cette machine bureaucratique. Jusqu'au jour où il apprend qu'il est atteint d'un cancer de l'estomac et qu'il ne lui reste probablement plus que quelques mois à vivre. Il décide donc de changer sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir écouté les plaintes d'un comité de mères de famille qui ont déposé une requête pour faire nettoyer une flaque d'eau polluée sur une aire de jeu qui met la santé de leurs enfants en danger, Watanabe décide de se dédier corps et âme à la construction d'un nouveau parc pour ses enfants. Il décide enfin d'utiliser sa position professionnelle afin d'accomplir quelque chose d'utile qui bénéficiera le monde qu'il va bientôt quitter. Cette intrigue met bien évidemment les préoccupations environnementales du réalisateur en avant, mais contrairement à un film comme Derzu Uzala, qui traite bien plus explicitement et directement de la relation de l'homme avec la nature, ici ces préoccupations sont entremêlées à des structures sociales et politiques. Et donc le film devient une exploration de la manière dont certaines structures, certains systèmes deviennent un obstacle majeur au changement positif dans le monde. Dans sa direction, Kurosawa priorise généralement des plans d'ensemble qui viennent placer un personnage dans un contexte social. Et on retrouve bien évidemment ce genre de plan dans Ikiru, mais dans ce film, ce sont peut-être les gros plans sur le visage de Watanabe qui ont le plus d'impact. Ils servent tout d'abord à accentuer des moments importants dans sa vie, des instants de réalisation ou de lamentation. Mais plus intéressant encore est la façon dont ces plans démontrent un clash entre un individu et un système, entre l'individualité et la conformité. Dans un film rempli de plans encombrés, à la mise en scène très complexe, ces gros plans racontent l'histoire d'un homme seul dans sa lutte, un homme déterminé à passer au-delà de cette structure bureaucratique pour changer le système, motivé entièrement par sa volonté individuelle, qui se heurte constamment aux intérêts des autres fonctionnaires et politiciens. Dans ce sens, le gros plan de Kurosawa représente l'individuation du personnage, permettant au personnage de se détacher momentanément de la mise en scène typique de Kurosawa qui place le personnage au sein d'une configuration complexe de dynamique sociale, comme nous l'avions vu dans Entre le ciel et l'enfer. Mais presque une heure entière avant la fin du film, Watanabe meurt, et on assiste à sa cérémonie funèbre où toute sa famille et son entourage se réunissent pour lui rendre hommage. La composition visuelle de cette séquence n'est pas sans rappeler de nombreuses autres scènes de ce genre dans la filmographie de Kurosawa, où l'on voit ce type de situation formelle. Dans ces scènes, l'organisation des acteurs et la composition de l'image se font en fonction de la hiérarchie sociale qui y est représentée. Donc ce style de composition peut mettre en valeur les structures sociales ou politiques d'une communauté particulière. Et c'est ce que nous voyons ici avec la présence du maire qui est clairement placé en haut de la hiérarchie et qui va, accompagné des autres fonctionnaires, essayer de diminuer les accomplissements individuels de Watanabe. On les voit tenter de donner plus d'importance à leur propre rôle dans la construction du parc, disant par exemple que ça n'aurait pas pu aboutir sans leur participation à eux, et qu'en fait ce projet n'était même pas vraiment la responsabilité de Watanabe, alors que plus tôt dans le film on a très bien vu comment il se mettait en travers de son chemin.
Mais tout cela est interrompu par l'arrivée de citoyens qui ont réellement été affectés par les actions de Watanabe. On a des chants contre chants rapides qui mettent en contraste les visages des fonctionnaires un peu honteux et les visages des femmes dévastées, qui sont le testament vivant de l'importance du projet de Watanabe. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent sur lui, mais ces femmes en sont la preuve indéniable que rien de tout ça n'aura eu lieu sans la participation de Watanabe. Mais ce qui survient ensuite dans cette séquence est encore plus fascinant. Après le départ du maire et des autres hauts fonctionnaires, la séquence se transforme en une sorte de dialogue polémique, qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler les débats concernant la vérité dans Rashomon. Les anciens collègues de Watanabe vont essayer de comprendre son comportement étrange de ces quelques derniers mois avant sa mort. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce que c'est ça qui l'aurait motivé à agir? Au début, la scène maintient la même structure visuelle qu'avant, avec tous les personnages assis à leur place, gardant cette configuration formelle. Mais petit à petit, alors qu'ils commencent à parler de la nature problématique de leur système, et quand ils réalisent enfin ce qu'il a fallu pour que Watanabe décide enfin de faire quelque chose, Kurosawa déplace les personnages et détruit la composition formelle. Les personnages se trouvent dispersés dans la pièce, prenant de nouvelles positions spatiales, littéralement parlant, mais aussi de nouvelles positions mentales. La conformité visuelle est troublée, ce qui illustre le changement de leur mode de pensée. Mais le lendemain, au travail, rien n'a changé. Un des hommes se lève, réalisant ce qui est en train de se passer, réalisant qu'ils vont tout de suite oublier tout ce dont ils avaient parlé la veille, mais il se rassoit d'aussitôt, car personne d'autre ne le suit. Et la caméra de Kurosawa le fixe, cachant son visage derrière une montagne de formulaires. Cette bureaucratie qui dévore la volonté et l'individualité des travailleurs. Exactement comme Watanabe était montré au tout début du film. Il semblerait que même cette révélation de ce qui est nécessaire pour changer le système ne soit pas totalement suffisant pour réellement changer les choses si ce n'est pas accompagné du genre de désespoir total qui avait motivé Watanabe. Ses collègues n'arrivent pas à trouver cette même motivation. Les forces et les structures contre lesquelles ils doivent se battre sont tout simplement trop accablants. La petite révolte de la veille, c'était juste un instant d'espoir très vite écrasé, étouffé sous le poids du système. Le message final de Kurosawa n'est donc pas entièrement optimiste. Mais dans le dernier flashback du film, on assiste au dernier moment de Watanabe, juste avant sa mort. Il se rend au parc qu'il a aidé à construire, s'assoit sur une balançoire et chante une chanson. Ici, pour la dernière fois, on voit Watanabe encadré par une structure. Mais ici, ce n'est pas la bureaucratie, ce n'est plus cette structure qui étouffe les gens. Ici, il se trouve inscrit dans la structure qu'il a lui-même créée, son testament. À la fin d'une vie presque gâchée, Watanabe retourne à l'enfance. À la fin, on revient au début, révélant le but réel de Watanabe. Il n'a pas fait ça pour la gloire, pour qu'on se souvienne de lui, qu'on l'acclame, non. Comme toute vraie action politique, c'est vers l'avenir qu'il regardait, pour qu'on puisse donner à nos enfants une enfance meilleure que la nôtre. On peut dire que les films de Kurosawa sont toujours tournés vers l'avenir. C'est un cinéaste qui s'intéresse à cette responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Ikiru est un film qui démontre qu'une relation respectueuse avec l'environnement est aussi, par extension, une relation respectueuse avec notre prochain, avec notre passé et notre futur. Le monde de Kurosawa est un monde de communauté, de responsabilité partagée, un monde dans lequel les techniques cinématographiques servent avant tout à nous rappeler et à renforcer ces liens qui nous unissent tous. Thank you.